Bien. Donc, comme l'a dit le père Mathieu tout à l'heure, je suis chercheur au CNRS, mais je dois vous faire un aveu avant de commencer. C'est que je suis chercheur en chimie physique, donc dans un domaine qui ne se pose pas du tout la question de l'homme. Donc ce soir, j'ai lu les travaux qui avaient été faits, des résultats de travaux qui avaient été faits dans ce domaine. Et ce soir, je vais essayer de vous les présenter, mais ce sera un rôle de Candide que je vais porter, donc que nous allons porter tous ensemble. Voilà, donc je vous invite à faire un voyage, donc le voyage de Candide au pays de l'homo, homo étant bien sûr à entendre dans le sens du substantif latin qui signifie genre humain. Voici Candide. Donc, dans un premier temps, nous allons nous interroger sur la place de l'homme dans l'univers. Donc, de voir que cette place, finalement, elle est plutôt petite. Ensuite, nous verrons que ce pays est habité par d'autres êtres vivants. Nous verrons qui habite le pays du genre humain. Ensuite, nous verrons qu'il faut peut-être se déplacer aux frontières de ce pays pour comprendre qui en sont les habitants. Donc nous allons dans un premier temps remonter à la naissance de la science telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque de l'Antiquité grecque. L'Antiquité grecque où les hommes se sont interrogés sur ce qu'ils voyaient, ce qu'ils percevaient du monde, et donc en particulier les mouvements des planètes. Donc ça a conduit à la cosmologie de Ptolémée au IIe siècle, qui est une cosmologie géocentrée. Donc dans cette cosmologie, la Terre est immobile, elle est au centre de l'univers connu. Autour de la Terre gravitent les autres planètes. Le ciel lui-même est considéré comme sphérique, le Soleil ayant également un mouvement sphérique, mais sans être centré sur la Terre, sinon on n'arrivait pas à rendre compte des phénomènes observés. Donc cette cosmologie, elle a perduré jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à Copernic, puis Kepler, puis Galilée, qui ont proposé une autre description du monde, qui est la description de notre système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc avec un système, je suis peut-être devant l'écran, excusez-moi, avec un système héliocentré, donc centré autour du Soleil, dans lequel notre planète Terre, elle n'est plus qu'une planète parmi les autres qui gravitent autour du Soleil. Donc la place de l'homme était considérablement réduite. Arrive le XIXe siècle, et là on s'interroge sur la place du Soleil cette fois-ci dans la Voie lactée. Et on s'aperçoit finalement que notre Soleil, il n'est plus qu'une étoile parmi 5 milliards d'autres étoiles de la Voie lactée, et une étoile en plus de banlieue, puisqu'elle n'est même pas au centre de la Voie lactée, elle est située à 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Toujours plus grand et nous toujours plus petits, on arrive au XXe siècle, donc les instruments de mesure nous permettent de situer la Voie lactée dans un groupe dit groupe local. En gros, si on considère que chaque constellation est une maison, on regroupe les constellations dans un groupe local, et puis on s'aperçoit que notre constellation, donc notre Voie lactée, elle a plus proche voisin la constellation d'Andromède, mais avec une distance de 2 millions d'années-lumière. Il faut 2 millions à la lumière
qui vient d'Andromède pour nous parvenir. Encore plus fort. On peut situer donc le groupe local dans le superamas de la Vierge. Et donc voilà le groupe local qui est tout petit. Donc nous, on est vraiment tout petit dans cet univers. On peut remonter le temps donc jusqu'à la naissance du Big Bang, donc 15 milliards d'années. Ça nous situe aussi, ça nous permet de... Donc on relie le temps à la distance par la vitesse de la lumière. Mais 15 milliards d'années, ça ne représente pas grand-chose pour chacun d'entre nous. C'est une échelle qui est complètement en dehors des échelles de temps auxquelles on est habitué. Donc il y a des physiciens qui ont proposé de faire une analogie avec la durée d'une année, et en supposant que le Big Bang a lieu le 1er janvier à 0 seconde, que nous vivons aujourd'hui le 31 décembre à minuit, on va pouvoir situer sur une année les différents événements qui sont survenus dans la durée de l'univers, ce qui va nous permettre de relativiser un petit peu les choses. Alors, donc dans la durée d'une année, la naissance du Soleil, elle se situe pas avant le mois d'août. On arrive à voir les plus vieilles traces de vie connues au mois de septembre, les premiers animaux, enfin les premiers plutôt organismes multicellulaires au mois de novembre. Le mois de décembre se passe. À la mi-décembre apparaissent donc les premiers vertébrés, les premières plantes. On voit les premiers insectes le 21 décembre. Le 24 décembre, les dinosaures apparaissent. Ils disparaissent 4 jours plus tard. Puis on arrive au 31 décembre, on n'a toujours pas entendu parler de l'homme. Le 31 décembre, c'est là que tout se concentre. Donc les singes apparaissant à 10h du matin, les premiers ancêtres de l'homme à 21h24, l'Homo erectus donc à 22h48, l'invention de l'écriture à un peu plus d'une minute avant minuit, et les pyramides, donc est-ce que je dis même pas un peu plus d'une minute, à 15 secondes avant minuit, la naissance des pyramides, 10 secondes. Et puis Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique il y a 1 seconde. Donc on va revenir quelques secondes en arrière. On revient au temps des philosophes grecs, donc, qui étaient aussi des scientifiques, et qui vont, en dehors de rendre compte de ce qu'ils observaient des étoiles, vont essayer de comprendre ce qu'ils observaient du vivant. Et pour ça, ils vont faire une classification du vivant. Donc là encore, c'est Aristote qui a sévi, qui a proposé une première classification qui a été reprise par Linné au XVIIIe siècle. Donc c'est une classification qui est une classification au tiroir, qui va rendre à la fois compte de l'unité et de la diversité du vivant. Alors pour ça, on range dans un tiroir tout ce qui a un caractère commun, et ensuite, dans ce tiroir, on va mettre un autre tiroir, d'autres tiroirs qui vont rendre compte de la diversité. Donc le premier tiroir, c'est le tiroir du règne, et puis donc on va mettre dans ce même tiroir tout ce qui a un caractère commun, et ensuite dans ce tiroir on va mettre d'autres tiroirs où on classera la diversité. On tire un tiroir diversité du tiroir règne et on arrive à classer les embranchements. On tire un tiroir classe et on arrive à classer les ordres. On tire un tiroir ordre qui va permettre de classer les familles. On tire le tiroir genre qui va permettre de classer les espèces. Et on arrive au bout du classement. Donc dans ce classement du vivant, on va pouvoir bien entendu ranger, disons, l'homme,
qui va appartenir au règne animal, à l'embranchement décordé, c'est-à-dire, vous connaissez peut-être plus le sous-embranchement, qui est le sous-embranchement des vertébrés, classe des mammifères, ordre des primates, famille des hominidés, genre Homo et espèce Sapiens. Donc, de Aristote à Linné, cette classification, elle a existé, c'était une classification statique, c'est-à-dire que chaque espèce était supposée être arrivée telle qu'elle dans le tiroir où elle était rangée. Mais 18e siècle, c'est l'époque aussi où on découvre des fossiles et on s'aperçoit que ces fossiles correspondent à des espèces qui n'existent plus, mais en même temps présentent des caractéristiques très proches des espèces qui existent encore, d'où l'idée de la transformation des espèces. Donc idée d'abord avancée par Lamarck, en français, et ensuite reprise par Darwin et développée par Darwin. Donc l'idée, c'est que finalement, on n'est pas arrivé dans un tiroir directement, mais on est arrivé en passant d'abord, successivement, par d'autres tiroirs pour arriver au tiroir final de l'espèce. Donc ça aussi, ça a été un bouleversement parce que ça a remis en cause beaucoup de choses au niveau de la perception, de la vision de l'homme qu'on pouvait avoir. Alors la théorie de l'évolution, moi, à l'école primaire, je l'ai apprise avec l'illustration suivante. Donc un singe qui ressemble fort à un chimpanzé, qui se redresse, et puis on arrive à un homme. Alors cette illustration, elle est complètement fausse, elle ne correspond pas du tout à la réalité, parce que d'abord, on ne descend pas des chimpanzés, et ensuite, l'évolution, c'est absolument pas un processus linéaire. Si on met sur un schéma tous les vestiges, disons tous les fossiles, voilà. Tous les fossiles qui ont été découverts, on peut les classer déjà dans le temps. Aujourd'hui, on dispose des méthodes qui permettent de dater de façon assez précise, de façon très précise même, les différents fossiles découverts. Et ensuite, on les classe en fonction de leurs caractéristiques anatomiques. Donc c'est ainsi qu'on peut voir en haut, on peut voir donc tous les fossiles qui correspondent au genre Homo et qui s'étendent donc sur une période de 3 millions d'années. Quand on peut voir aussi sur ce schéma, donc là, ici, c'est tout ce qui correspond, donc là, c'est l'époque actuelle, hein, le 0. On a tout ce qui correspond au grand singe actuel. Ici, on a le bonobo, le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan. Donc, on peut aussi voir que l'orang-outan a un ancêtre commun avec les grands singes africains qui est beaucoup plus lointain que l'ancêtre des 3 premiers. On se rend compte aussi qu'il existe des espèces qui ont disparu sans donner de descendants connus aujourd'hui. Alors, comment on sait qu'elles ont disparu ? Parce que on sait qu'elles sont contemporaines aux espèces donc, du genre Homo, elles sont contemporaines, et en même temps elles présentent des caractéristiques anatomiques tellement différentes qui fait qu'on ne va pas pouvoir les ranger dans le même genre, et on est par ailleurs certain qu'elles ne sont pas de nos ancêtres, puisqu'elles ne sont pas antérieures, puisque de fait elles sont contemporaines. On voit aussi toutes les espèces des australopithèques, donc qui posent beaucoup de questions pour savoir si ce sont des ancêtres plutôt de la branche humaine ou plutôt de la branche des paranthropes. Donc là, par exemple, il y a Lucie qui est ici. Donc vous vous souvenez toute la polémique qu'il y a eu autour de Lucie, savoir si c'était un ancêtre humain ou pas. Donc finalement, elle n'est plus considérée comme un ancêtre des humains.
l'Australopithèque considéré comme l'ancêtre des humains, c'est celui-ci, il est plus connu sous le nom d'Abel. Ici, on a aussi donc Toumaï qui a été découvert il y a peu de temps et par un chercheur français qui veut vraiment que ce soit l'ancêtre humain, mais les restes qui sont à nos dispositions c'est juste un crâne et c'est pas tout à fait suffisant pour arriver à le classer dans la lignée humaine. Donc on peut également remarquer, en faisant la comparaison avec ces différents restes, que si on repère par exemple les outils les plus anciens qui ont été découverts, qui sont datés à 2,6 millions d'années, et bien ces outils les plus anciens, quand ils ne sont pas découverts à côté de restes humains, on est dans l'impossibilité de les attribuer au genre Homo ou bien aux espèces des paranthropes. Donc on ne sait pas aujourd'hui dire quels étaient parmi tous ces êtres lesquels avaient utilisé ces outils ou non. Parallèlement, on observe aussi, grâce au niveau des ossements trouvés, que l'hominisation va de pair avec l'humanisation. On a découvert des restes donc, dans la famille Homo qui correspondent à l'Homo erectus et dans lesquels on a trouvé des squelettes donc, d'individus qui avaient vécu, mais qui avaient vécu avec des caractéristiques anatomiques, enfin, par exemple un crâne qui correspondait à quelqu'un qui avait vécu sans avoir de dents. Donc, ce qui veut dire qu'il avait été pris en charge parmi ceux qui vivaient autour de lui. Donc tout ce qui est le propre de l'homme, tout ce qui est considéré comme le propre de l'homme, apparaît relativement tôt dans l'évolution humaine. Ici, voilà un schéma donc, qui nous montre uniquement l'évolution donc, du genre Homo, donc avec l'Homo ergaster qui est l'ancêtre le plus ancien. Et on peut voir donc, dans ce schéma qui nous donne également la position géographique des différentes espèces connues. On peut voir donc ce qu'on a entrevu dans le film tout à l'heure, qu'il y a la naissance donc, de la branche humaine a eu lieu en Afrique, l'Afrique duquel donc de l'Homo erectus est parti donc jusqu'en Asie pour donner le petit Homo florendis dit le Hobbit. Donc il n'y a que dans ces îles d'Asie où on a retrouvé des restes. L'Homo heidelbergensis, donc ancêtre du sapiens et du néandertal, lesquels se sont rencontrés en Europe et ont vécu ensemble. Donc il faut être bien conscient qu'il y a eu une époque où l'homme moderne a vécu à côté d'une autre espèce d'homme. Donc après, quand on parle de l'homme, de quel homme parle-t-on ? Ce schéma permet aussi d'illustrer la théorie dite de l'évolution par sélection naturelle. Si on situe dans l'évolution de la lignée humaine, si on fait correspondre les grandes catastrophes qu'on sait repérer dans le temps, on voit par exemple que le début d'une série de glaciations a eu lieu il y a 1,6 kg année, donc ça fait... non, c'est pas une virgule, excusez-moi, c'est un point. Donc c'est 1 600 000 ans. Hein. Donc on voit qu'il y a eu le début d'une série de glaciations et que la multiplicité des branches de la lignée humaine correspond en fait à des conditions climatiques rudes. Ce qui veut dire que le climat semble avoir eu une influence sur la variation de l'homme. Donc l'évolution par sélection naturelle, elle est basée sur 3 principes qui sont la variation. Ça suppose qu'il y a des êtres qui sont
différents, qui présentent des caractéristiques différentes. L'adaptation, ceux qui sont le mieux adaptés sont ceux qui vont le plus se reproduire et transmettre donc par l'hérédité les caractères qui sont adaptés à leurs descendants. Le principe, c'est que la nature ne fait pas de saut et procède donc par des micro-évolutions qui vont conduire à une évolution plus marquée. Donc dans le temps, on voit que notre l'être qui est le plus proche, c'était l'homme de Néandertal qu'on a vu dans le film. Et aujourd'hui, donc, on est la seule espèce humaine. Il n'y a qu'une espèce humaine, c'est l'Homo sapiens. Il n'y a que l'Homo sapiens dans le genre Homo aujourd'hui. Donc notre plus proche parent, qui n'est pas un frère mais un cousin, c'est le chimpanzé. Et ça, c'est l'étude des génomes qui nous le dit, puisque la similarité du génome entre le chimpanzé et l'Homo sapiens montre qu'il y a moins de 2% de différence du génome. Alors vous me direz, on a 40% de correspondance de génome avec certaines fleurs, donc il faut relativiser les choses. Donc ce génome, si on regarde les chromosomes humains par rapport aux chromosomes du chimpanzé, on se rend compte que c'est au niveau du chromosome 2 qu'a lieu la plus grande différence, puisque le chromosome 2 est en un seul morceau, c'est l'être humain, et qu'il est en double, enfin en deux, les deux brins sont séparés chez le chimpanzé. Néanmoins, des chromosomes humains, on sait qu'ils vont donner de toute façon un être humain dans tous les cas. Et donc on sait qu'il y a des différences qui sont évidentes. Alors là, ces différences qui sont mises complètement en vrac. Vous allez voir que quand on sait qu'on a un embryon d'être humain, on sait qu'on aboutira à un être qui aura un langage complexe. Dans le cas du chimpanzé, pas de langage complexe, un gros cerveau. Pour l'Homo sapiens, un cerveau plus petit pour le chimpanzé. L'Homo sapiens, c'est 100% bipède. Le chimpanzé, lui, va se déplacer à la fois dans le mode bipède, quadrupède par suspension. Le corps de l'Homo sapiens est glabre, celui du singe est velu. L'homme vit et agit dans de grands groupes sociaux, il vit en ville, il travaille en groupe, il se réunit le soir pour écouter des conférences. Le singe, lui, il vit dans des groupes sociaux plus réduits et toujours le même. L'homme c'est quasiment le seul animal à avoir la sclérotique blanche. La sclérotique, c'est le blanc de l'œil, ce qui fait que le regard humain est très particulier par rapport au regard animal. Le singe a une sclérotique brune. La croissance du cerveau de l'homme, elle est lente. On met 10 ans notre cerveau met une dizaine d'années pour atteindre sa maturité, ce qui permet un apprentissage long et donc un apprentissage plus important que le singe, que le chimpanzé, dont la croissance du cerveau ne met que 2 ans, etc. On pourrait retrouver beaucoup de différences. Et du coup, dire finalement, il y a une barrière nette entre l'homme et le chimpanzé. Et cette barrière nette, elle est aussi, elle a aussi été établie sur des caractéristiques entre l'homme et le singe qui semblaient assez tranchées. Disons, l'homme étant un être de culture, le chimpanzé un être de nature. Néanmoins, alors là c'est un autre type de science, c'est la science qui s'intéresse au comportement des animaux, qui a montré que finalement le singe il pouvait aussi être capable de comportements liés à alors bien sûr il ne va pas composer de sonates et il ne peindra pas la Joconde, mais il est capable par exemple d'utiliser des outils, d'utiliser des pierres pour casser des noix pour se nourrir, d'utiliser des roseaux pour aller pêcher des fourmis pour se nourrir.
est peut-être un peu plus compliqué de fabriquer des armes. Il y a certains chimpanzés qui sont capables de fabriquer des lances avec lesquelles ils vont embrocher dans des trous d'autres singes plus petits qui s'y cachent et avec lesquels ils vont se nourrir. Donc ils ont un peu inventé la brochette aussi. Au niveau de... Donc la barrière culture-nature, elle n'est peut-être pas aussi tranchée qu'on ne pouvait l'imaginer. Autre barrière qui paraît évidente, la barrière moralité-instinct, l'homme étant un être qui agit par morale, le singe agissant par instinct. Il a été montré, on a observé que des singes étaient capables de, non pas de morale, mais disons de règles de conduite. En ce sens que si il y a une réciprocité qui est attendue dans les comportements, lorsqu'un singe va faire un don à un autre, il attend un comportement de réciprocité, auquel cas l'autre va être puni si jamais il ne rend pas la réciprocité. Il y a également une attention particulière qui a été mise en évidence, par exemple, pour des petits singes qui étaient handicapés, avec lesquels les adultes montrent beaucoup plus de patience qu'ils ne montrent envers d'autres. Autre barrière, la barrière du langage. Alors, il est bien évident qu'un chimpanzé ne parlera jamais, parce que anatomiquement, il est impossible de parler, on ne pourra jamais lui apprendre, même si son cerveau pouvait être conformé pour lui apprendre un langage, il ne peut pas prononcer des mots. Vous avez peut-être entendu parler d'une expérience qui a été faite il y a quelques années où on a appris à un chimpanzé le langage des signes qui lui a permis de s'exprimer. Alors bien sûr, ça n'a jamais été un langage conceptuel, mais il a atteint un niveau de communication correspondant à un enfant de 3 ou 4 ans. Et le singe, lui, s'exprime au niveau sonore par signalisation. Et on s'est rendu compte que les signalisations étaient différentes. Par exemple, face à un danger, il est capable de transmettre à ses congénères la nature du danger. Les autres ne réagissent pas de la même façon en fonction de la signalisation qui a été émise. Donc tout ça fait que la frontière entre l'homme et l'animal, des fois, semble s'atténuer. Et il y a certains qui proposent d'ailleurs de classer maintenant, de supprimer, de mettre dans le même tiroir le chimpanzé et l'homme. Alors, tout ça, le propre de l'homme, c'est sans doute dans le davantage qu'il faut le chercher aujourd'hui plutôt que au niveau des barrières qu'on vient de voir. Si je me pose aussi la question de l'homme, c'est sur moi-même que je réfléchis. Donc, est-ce que je suis aussi objective que lorsque je classe des atomes, si je classe les êtres vivants? Et enfin, donc la science, on a vu qu'elle pouvait nous expliquer comment fonctionnait un homme, d'où il venait, comment il se comportait, mais la raison d'être de l'homme, ça, elle ne peut pas y répondre. Et c'est la philosophie qui s'intéresse à cette question. Donc je vais passer le micro à M. Jean Caron. Merci.